Bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai l'opportunité en tout cas de présenter le travail sur lequel je travaille depuis quand même pas mal d'années maintenant, à savoir réintégrer la biodiversité dans le monde économique. Donc je m'appelle Kim Nguyen et je suis fondateur d'une entreprise sociétale qui s'appelle Biodiversity. Donc on est venu à deux d'ailleurs, puisque j'ai un de mes collègues qui est là présent, donc s'il y avait des questions éventuellement tout à l'heure, n'hésitez pas à lui poser. Le thème aujourd'hui, c'est comment créer de la valeur pour vos sites, vos immeubles et vos activités avec la biodiversité. Et je pense qu'en fait, ça peut être étendu un peu plus loin. C'est toute une réflexion plutôt sur comment créer de la valeur quelque part économique, tout en préservant la biodiversité. On a souvent tendance à penser que créer de la valeur économique amène forcément à une destruction de la biodiversité. Je pense que les nouveaux modèles, les modèles du futur, vont permettre de régénérer, préserver la biodiversité, tout en créant de la valeur économique. Alors je vous l'ai dit, c'est une entreprise sociétale, donc c'est un peu particulier. J'ai fait le pari avec mes associés de créer une entreprise où effectivement on peut générer de l'économie, donc ne pas être dépendant du subside, et par là même recréer de la biodiversité. Notre ambition, en tout cas et notre vision, c'est préserver et régénérer la biodiversité et réduire la pollution, et donc diminuer la pollution dans notre environnement. Alors, je vous l'ai dit, notre objectif, c'est de créer de la valeur pour tous. Donc moi, je sais quels sont mes objectifs, c'est régénérer la biodiversité. Mais il faut savoir que quand on est dans un lieu comme ici, où il y a autant d'entreprises, je dirais que leurs desiderata, leurs objectifs ne sont pas forcément les mêmes. Donc à chaque fois qu'on va développer des projets, on va essayer d'identifier quel est le besoin des gens avec lesquels on travaille pour leur créer une véritable valeur et par là même, avec des indicateurs, nous améliorer la qualité de l'environnement. Alors on met ici une collaboration action fructueuse, c'est qu'on a une manière de travailler qui est sensibilisée, informée, agir. Je pense que lorsqu'on parle de biodiversité, beaucoup de gens parlent et pas forcément beaucoup de gens agissent. Donc notre idée, c'est bien, on peut sensibiliser, ensuite il faut informer sur tout ce qui est factuel, et de là aller sur l'action sur le terrain, et être capable de mesurer ces actions sur le terrain. Dans le cadre de nos activités, nous tirons parti du génie de la nature. Vous allez voir qu'en fait, chacune des actions que je vais vous présenter après sont liées à la nature. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les abeilles, par exemple. Et je vais vous montrer qu'en fait, l'abeille peut être un beau levier pour améliorer la biodiversité tout en créant de la valeur économique, comme peut l'être le végétal de manière générale aussi. On travaille sur l'innovation technologique. Alors, ce n'est pas parce qu'on travaille avec la biodiversité qu'on va pour autant rejeter la technologie. Elles peuvent effectivement être complémentaires, et je pourrai l'aborder par la suite également. Et on va travailler avec toutes les parties prenantes. Donc lorsque je parle d'environnement, moi je peux travailler avec le monde de l'entrepreneuriat, comme avec des associations, avec des ONG, avec des agriculteurs, avec des apiculteurs. J'ai comme en tout cas leitmotiv que tout le monde peut faire partie de la solution. À partir du moment où on met des gens de côté, on met des tensions et quelque part la solution commence déjà à être moins efficace. Alors notre spécificité, on a une entreprise assez particulière parce qu'on a des profils très différents. Moi, je viens du monde académique et scientifique. Donc voilà, j'ai travaillé dans une université dans laquelle j'ai donné cours. Et puis finalement, je me suis retrouvé avec des juristes, des avocats et des entrepreneurs. La vérité, c'est que je ne les comprenais pas, qu'ils ne me comprenaient pas. Mais le gros avantage qu'on a maintenant qu'on se comprend, c'est qu'en fait, on arrive à développer des projets que tout le monde comprend et auxquels tout le monde adhère. Donc on a une expertise scientifique. Donc on est effectivement énormément à avoir des doctorats ou être ingénieur agronome notamment, ou encore en biologie ou en génétique. On a une expérience entrepreneuriale. Alors effectivement, je n'étais pas du tout du domaine, mais après ma thèse de doctorat, eh bien, je fais l'effort, en tout cas, pour mieux comprendre le monde de l'entrepreneuriat, de faire un MBA en business management, pour comprendre en tout cas ce que je ne comprenais absolument pas par le passé, notamment le vocabulaire du monde de l'économie. Dans les projets qu'on mène, c'est le côté ingénieur aussi, on travaille toujours sur les tenants et les aboutissants. Donc sur un projet, on est capable d'aller depuis le terrain jusqu'à l'analyse de la donnée, jusqu'à l'interprétation des données et des actions de terrain qu'on va mener pour améliorer l'environnement. Mais on peut aussi collaborer à chacun des échelons avec des acteurs locaux, ce qu'on fait dans la plupart des projets. Ensuite, notre projet est sociétal, c'est-à-dire qu'on peut avoir des indicateurs économiques, mais on a également des indicateurs environnementaux et sociaux. Environnementaux, c'est combien d'hectares on a préservé, combien de plantations on a fait, combien de personnes ont été remises à l'emploi, combien de pesticides on a réduit, et dans combien de pays on travaille par exemple. Comme constaté ici, et ça n'est pas exhaustif, on travaille avec beaucoup de partenaires différents et dans de nombreux domaines d'activité, donc des institutions publiques. Donc, j'ai créé par exemple la Semaine européenne de l'abeille au Parlement européen il y a 8 ans maintenant, dont je suis toujours le directeur scientifique. Donc on travaille avec le Parlement européen, avec l'UNEP par exemple, avec des universités. On travaille dans le domaine de l'eau, avec beaucoup de producteurs d'eau, ici en France notamment. Alors je viens de Belgique, mais notre projet est international,
Mes parents sont internationaux de toute façon, même si je suis né en Belgique. Donc dans le domaine de l'eau, pour la France, on travaille avec Volvic, on travaille avec Vitel, avec les eaux cristallines également. On travaille, je pense, avec l'ensemble quasiment des producteurs d'eau qu'on retrouve en France. On travaille dans le domaine de l'énergie, de l'industrie. Vous voyez ici Suez, par exemple, Air Liquide, de l'immobilier, Grand Paris Aménagement, Cofinimo, des marques, des villes, des hôtels ou encore dans l'agroalimentaire, comme les fermes de Galie ou encore Bonduel, comme vous pouvez le voir ici. Alors on a beau être une petite structure, puisqu'on a commencé en 2012, et bien on travaille maintenant dans 9 pays, où on a plus de 100 projets, avec plus de 30 000 plantations réalisées par an, avec nos partenaires, et on a des plans de réduction pour plus de 50 pesticides différents dans chacun de ces pays. Alors, malgré le fait qu'on soit petit, je pense qu'on a été récompensé depuis le début de notre projet tous les ans, soit pour le côté scientifique, comme Science for Good par exemple, pour notre côté justement sociétal. On a eu la chance d'être élu Fellow Ashoka donc dans le passé, et au niveau de notre technologie, on a été récompensé cette année-ci par Solar Impulse, donc comme une des solutions efficaces pour améliorer l'environnement dans le futur. Alors quelle est notre solution? Ça c'est la question évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu qu'on a de l'impact et comment ça fonctionne. Eh bien, au lieu de penser à ce que je veux, je pense toujours à ce que veulent, et c'est comme ça en tout cas dans notre structure, on pense d'abord à ce que veulent les personnes qui sont en face de nous. Quels sont leurs besoins? Donc quand on travaille avec une entreprise, avec une municipalité ou avec n'importe qui, soit un apiculteur ou un agriculteur, notre premier objectif, c'est de rencontrer en fait les objectifs de cette personne ou de cette structure. Alors nous, on sait ce qu'on veut, on l'a dit dès le début, je veux améliorer l'environnement pour les générations futures, mais la personne en face de moi, ce n'est pas forcément son objectif. Et si je ne rencontre pas l'objectif de mon interlocuteur, le projet va probablement s'arrêter dans l'année. On va faire une année, s'il y a des coupes budgétaires, mon projet va tomber à l'eau parce que je n'ai pas rencontré les attentes de mon interlocuteur. Donc chaque fois qu'on travaille, c'est vraiment se demander, nous, quels sont vos objectifs, quels sont vos besoins, et je pense que la biodiversité et l'environnement pourra répondre à votre besoin. Alors je vais vous donner des exemples concrets, mais avant je voudrais juste faire un petit feedback 15 ans avant, pour vous expliquer comment j'en suis arrivé à accepter, alors moi qui étais écologue, qui était spécialisé en environnement, qui pensait à espèces invasives, espèces protégées, à une grenouille que j'avais vue dans une mare, et que pour moi c'était toute ma vie, et que comment j'ai pu prendre autant de recul et me dire à un moment, mais finalement, je dois essayer de comprendre le monde de l'entrepreneuriat, qui lui peut-être n'en a rien à fiche de cette grenouille, parce que si je veux faire changer les choses, il faut que je le comprenne. Et donc ça a pris un cheminement assez long en réalité, parce que je parle d'une quinzaine d'années. Donc voilà, je faisais une thèse de doctorat sur la mortalité des abeilles, où j'ai beaucoup publié. Je faisais partie d'un gros groupe, on était 300 chercheurs de 62 pays. J'étais un des 9 leaders dans le monde sur cette thématique de l'abeille. Et j'avais mis en place le monitoring des pertes en Europe. Et on avait mesuré qu'il était de 33% à l'époque. Et au travers de la recherche, à la fin de ma thèse de doctorat, on avait réduit le taux de mortalité à moins de 10% dans toutes les colonies qu'on suivait. Ce qui est important parce que le taux de mortalité est toujours élevé à l'heure actuelle. On m'a toujours dit, mais alors, on pouvait agir. Et le problème, c'est que c'est une situation très complexe. On est face, c'est comme le réchauffement climatique. C'est un mélange de facteurs qui font qu'il y a la problématique. Et donc, on se rejette toujours un peu la balle pour savoir qui est responsable. Bien, pour les abeilles, c'est la même chose. Il y a des problématiques de pollution, pesticides, pollution industrielle, des problématiques d'alimentation, c'est des carences en biodiversité dans l'environnement, et puis il y a des problèmes de pathologie. Rien que quand vous voyez ça, on se dit comment est-ce qu'on peut travailler sur tout ça en même temps. Et effectivement, lorsque j'avais réalisé ça, là où j'avais su réduire la pollution, enfin en tout cas la mortalité, j'avais travaillé avec les agriculteurs pour réduire l'utilisation des pesticides sur les zones où j'avais implanté des colonies. J'avais travaillé avec des industriels, ils avaient changé des systèmes de cheminées et de filtration sur des cheminées. J'avais travaillé avec des citoyens qui avaient des plantations à proximité. Quelque part, j'avais amélioré tous les indicateurs qui ont fait que la situation s'était améliorée. La question que je me suis posée, mais comment est-ce qu'on peut changer tout ça à grande échelle? Et comme vous le voyez, des abeilles, je me suis dit, en fait, le problème, il est beaucoup plus important que les abeilles. Je veux toujours sauver les abeilles, mais en réalité, le problème est plus important, puisque si on parle de pesticides, comme je le disais avant, eh bien 45% de nos aliments contiennent des pesticides à l'heure actuelle. 92% de la population vit en dessous des normes en termes de pollution par rapport à la santé humaine. Donc, ce sont des données de l'OMS. Et donc, quelque part, 92% de la population mondiale ne vit pas dans des conditions qui sont saines d'un point de vue pollution. 50% des espèces auront disparu d'ici 2050 en termes de biodiversité, ce qui montre que finalement le problème
sur lesquels je mettais centre au départ les abeilles, eh bien, j'ai dû prendre du recul et me dire, bien non, si je veux sauver les abeilles, eh bien, quelque part, je vais devoir même sauver notre environnement. Alors, à mon échelle, évidemment, mais je me suis dit, après tout, je peux mettre ma pierre à l'édifice, et si tous les gens peuvent s'accrocher là-dessus, et si on peut tous faire quelque chose ensemble, eh bien, on parviendra à changer les choses. Donc j'ai dit, bah, voilà, je veux arrêter ça, je veux changer ça, et ça, c'était le début de Biodiversity. Là, j'ai été chercher des partenaires, et j'ai dit, voilà, je veux créer une entreprise sociétale qui va solutionner ces problèmes-là. J'ai dit, je veux préserver, alors pas régénérer dans un premier temps, je voulais d'abord qu'on puisse déjà changer les choses pour garder ce qu'on a, et ensuite on peut régénérer et augmenter l'impact qu'on a. Alors lorsque je vous parle de biodiversité, ce matin j'étais à d'autres conférences qui étaient données ici, c'était intéressant parce qu'ils parlaient de la biodiversité, et tout le monde a des solutions. Il faut planter, il faut diversifier, c'est super, je suis tout à fait d'accord, en fait, tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais le problème, en fait, il ne se situe pas là du tout. Le problème, il se situe ici, vous avez vu, il y a plein de plans, mais en fait, il n'y a pas d'argent. Alors, on entend durant les conférences, donc il faut des subsides, il faut que le gouvernement se mobilise. C'est parfois compliqué. Alors, en étant en fellow à Ashoka, je sais qu'il y a des problématiques autres que l'environnement qu'on ne peut même pas solutionner autrement que du subside. Des femmes battues, il y a plein de thèmes sur lesquels on ne sait pas facilement aller créer de l'économie. L'environnement, il est possible, quelque part, de créer des outils qui permettent de générer de l'économie tout en préservant l'environnement. Donc, comme j'ai dit, comment financer? Et ça a été le cœur du projet au départ, c'est de se dire comment pouvoir fédérer tout le monde et être soutenable économiquement sans dépendre du subside. On a vite réalisé que, et c'est toujours le cas à l'heure actuelle, il y a une grande séparation entre le monde de l'économie et le monde de l'environnement. En ayant fait justement un peu les études des deux côtés, et en ayant des partenaires de deux côtés, je me suis très vite rendu compte que les objectifs sont différents. Vous parlez de quelqu'un qui est purement dans l'économie, qui a fait des études dans l'économie et qui va travailler dans l'économie, il va vous parler de cash flow. Il va vous dire, moi, ce que je veux, mes indicateurs, je veux créer de la valeur économique. Quelqu'un qui est un pur écologue, qui aura fait la biologie, il vous dira, moi, ce que je veux, c'est créer de la valeur environnementale. Donc déjà, les objectifs ne sont pas les mêmes. Il faut pouvoir expliquer à chacun, écoutez, je pense qu'on peut peut-être créer la valeur ensemble, simultanément. C'est ça l'entrepreneuriat sociétal en soi. Ensuite, les vocabulaires sont différents. En économie, ils vous parleront de cash flow. En environnement, on va vous parler de richesse spécifique. Donc, déjà, deux termes que personne ne comprend si vous n'êtes pas de la thématique. Les formations sont différentes. D'un côté, vous avez de l'agronomie, vous avez de la biologie. De l'autre côté, vous avez de l'économie, du business. Les structures sont différentes. En économie, c'est l'entrepreneuriat. En environnement, c'est des associations, des ONG. Deux choses qui sont parfois très difficiles à concilier, ne serait-ce que parce que les modèles sont très différents. Et puis les indicateurs sont différents. Je vous disais, moi, la grenouille, rien que voir la grenouille, je suis déjà très content. Vous voyez, mon indicateur, il est très petit dans ce cadre-là. Mais ce n'est pas un indicateur qui fonctionne dans le monde de l'économie. Dans le monde de l'économie, vous voyez, le management d'une entreprise va dire, on a trouvé une grenouille. Ils vont dire, écoutez, j'ai payé combien pour la grenouille? C'est la vérité, c'est ce qu'ils vont dire. Donc les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc on doit être capable de s'adapter, développer des indicateurs qui correspondent aux deux côtés. À l'heure actuelle, malheureusement, la balance est celle-ci, c'est que l'économie, et c'est comme ça encore pour l'instant, et ça doit changer, c'est en train de changer. Pour moi, dans la balance, l'économie a plus d'importance que l'environnement. Alors, pas dans ma tête, mais c'est dans notre société à l'heure actuelle. D'ailleurs, la plupart des gens, même qui sont dans l'environnement, vous disent à un moment, j'ai besoin d'argent. Et de toute façon, ils ont besoin d'argent pour financer leur personnel, ils ont besoin de subsides. Donc voilà, c'est un peu la même chose des deux côtés. Malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Je pense qu'on peut rééquilibrer ça, en fait, au sein des entreprises. Alors comment? Eh bien voilà, mon point de vue, c'est qu'en fait, on doit être capable d'effacer ces différences qu'on voit ici, d'enlever la barrière, pour moi, qui est entre l'économie et l'environnement, et de trouver l'intersection. Trouver les besoins que la biodiversité peut véritablement amener à une entreprise qui fera changer les choses. Pour l'instant, lorsque vous parlez, d'ailleurs, vous entendez souvent parler de services écosystémiques, c'est quelque part ce que l'environnement peut amener finalement à la société. Mais on va vous parler d'oxygène, on va vous parler aussi de régénération des sols. Mais pour moi, ils sont souvent beaucoup trop distants du pragmatisme du monde de l'entrepreneuriat. Si vous leur dites qu'il y a plus d'oxygène, ils disent « Oh, c'est super !» Mais ça n'a pas d'impact, ça ne les touche pas en direct. Et même la plupart des citoyens, ça ne les touche pas. Le réchauffement climatique, les gens, ça fait très longtemps que ça change, que ça augmente, et ce n'est pas pour autant que les gens se mobilisent. Ils se mobilisent à partir du moment où ils se sentent véritablement impactés, où on touche ce qu'il y a dans leur assiette, ou bien on touche à leur santé. Donc c'est l'intersection pour moi qui est à retrouver, être capable d'identifier un objectif commun. Et je vais vous montrer que finalement, grâce, et avec un exemple très concret, celui de l'abeille, on a développé des objectifs communs et des solutions communes. Il faut un vocabulaire commun. Donc s'il y a quelqu'un qui dit cash flow, il faut être capable de le traduire de l'autre côté. Si quelqu'un dit richesse spécifique, dans ses indicateurs en biodiversité, il faut être capable de l'expliquer au monde de l'entreprise.
et des indicateurs communs, des indicateurs qui sont acceptés des deux côtés. Alors pour ça, il faut être capable de changer. Alors c'est pour ça que je vous ai montré ceci, parce qu'on dit que c'est très facile au départ de dire oui, quelque part, l'entrepreneuriat, on va trouver l'intersection, mais c'est un long cheminement au départ que j'ai eu, parce que moi, je faisais partie de l'écologie. Et c'est un long cheminement pour me dire je dois changer et accepter qu'un agriculteur, peut-être qu'il met des pesticides dans l'environnement, mais peut-être qu'il n'a pas envie de le faire. Donc peut-être que je ne veux pas le critiquer tout de suite, essayer de comprendre et essayer de l'aider à changer. Même chose dans le monde de l'entrepreneuriat, est-ce que les gens ne sont pas au courant et peut-être qu'on peut échanger et qu'on peut changer. Donc la notion de création de valeur, pour moi, elle est triple. Et c'est ça, en fait, on entend souvent la notion de durable. Qu'est-ce qui est durable? Ce qui est durable, c'est ce qui est capable d'être environnemental, social et économique en même temps. Si vous n'avez pas ces trois piliers-là en même temps, s'il y en a un qui manque, malheureusement, un projet ne sera pas durable dans le temps. Si vous ne prenez pas juste de l'argent, vous allez impacter ou les gens, ou vos employés, ou alors l'environnement, ça ne fonctionnera pas. Si vous faites que de l'environnement, et malheureusement vous n'avez pas le moyen, quelque part, de vos ambitions économiques, vous n'arriverez pas à avoir l'impact que vous espérez. Alors on a fait un inventaire. Alors ça, c'est plutôt synthétique, mais on a fait un inventaire. On s'est dit, on prend vraiment l'idée, on se dit, mais quels sont les besoins des différents systèmes économiques. Alors, ce n'est pas exhaustif, et il n'y a pas tout, mais parce qu'on a fait beaucoup de travail là-dessus. Et on s'est dit, on va essayer de se mettre à la place du monde de l'agroalimentaire et des producteurs d'eau. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Eh bien, d'une agriculture durable. Ils ont besoin de produits de qualité. D'accord? Ils ont besoin de labellisation. Ils ont besoin de se différencier. Ils ont besoin peut-être de protéger leurs ressources. Un producteur d'eau, lui, il a besoin de protéger sa ressource en eau pour qu'elle soit la plus pure possible lorsqu'il va la vendre. Ils ont besoin aussi d'indicateurs. Très souvent, les entreprises n'ont pas d'indicateurs lorsqu'on parle de biodiversité. Ils ont besoin de réduire la pollution. Ils ont besoin aussi d'alternatives. On prend le cas de l'agroalimentaire. Vous travaillez avec des producteurs, des fermiers. Vous leur dites c'est pas bien, il faut changer. Ils vont vous dire oui, c'est quoi l'alternative? Je ne l'ai pas. Et parfois, il n'y en a pas. L'idée, c'est d'être capable de leur donner ces outils. Donc, on travaille avec des coopératives agricoles, on travaille avec Bonduel, par exemple. L'idée, c'est bien, faut être capable d'amener de l'alternative. C'est bien de leur dire il faut changer, mais il faut pouvoir donner des solutions. Ensuite, sensibiliser les parties prenantes, parce que dans n'importe quel projet, c'est jamais un seul interlocuteur, il y a toujours plein de parties prenantes qui sont autour. Si je prends le cas de l'immobilier, meilleure qualité, attractivité du site, oui, quel est le besoin de l'immobilier? Si vous avez des locataires, c'est être capable d'attirer des locataires et peut-être de garder les locataires. Ça peut être aussi le permis, labellisation. Maintenant, en architecture, on développe des bâtiments, systématiquement, il y a des permis qui sont liés à l'environnement. Alors, l'impact territorial, effectivement, être capable de mesurer. Lorsque vous construisez un bâtiment, avec les outils qu'on a développés, on est capable de mesurer avant la construction du bâtiment, pendant la construction du bâtiment et après la construction du bâtiment, l'état de l'environnement. Quel aura été l'impact avant, pendant et après? Et dans tous les projets qu'on mène, l'objectif est que l'environnement soit meilleur après la construction du bâtiment qu'avant la construction du bâtiment. Et donc, on a développé ces outils et ces indicateurs qui permettent cela. Lien avec la communauté locale, oui, parfois les bâtiments ne sont pas forcément bien reçus lorsque vous les implantez. Aménagement et gestion différenciée d'un site. Oui, les aménagements d'un site, il faut savoir que ça a un coût lorsqu'on gère aussi les espaces verts. Il existe pas mal d'outils qui permettent de réduire les coûts tout en améliorant la biodiversité. Je crois que c'est pas mal de points ici. Donc, pour chacun de ces systèmes, des secteurs d'activité que vous avez ici, on a évalué quels étaient leurs besoins. Alors là, ils sont synthétisés, mais on les a creusés. Et on a dit maintenant, est-ce qu'on peut innover? Est-ce qu'on est capable d'innover en mettant la nature au centre du projet, la biodiversité? Et chacun des rouages là, c'est en fait toutes les parties prenantes, mais en tenant compte de toutes les autres parties prenantes, tous les acteurs qui sont intégrés dans le projet. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dit on va développer des outils. Exemple, biomonitoring. Alors, je vous avais parlé des abeilles. Les abeilles, c'était mon dada, puisque moi, je voulais sauver les abeilles et que je suis en train de faire ça en même temps, même si c'est moins visible, mais c'est toujours derrière, puisque chaque action pour la biodiversité, pour l'environnement, c'est aussi pour elles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, durant ma thèse de doctorat, moi, les abeilles, elles ont collecté des échantillons dans l'environnement, qu'elles ont ramenés dans la ruche. Je les ai analysés pour évaluer qu'est-ce qui risquait de les toucher, de les impacter, pour justement les éviter. Et donc, j'ai développé un outil qui s'appelle le biomonitoring. Donc, dans une colonie d'abeilles, vous avez en fait 50 000 individus et elles vont collecter près de 4 milliards d'échantillons par ruche et par rang sur un rayon d'1,5 km. Alors, jusque-là, on peut se demander, mais où est l'outil derrière ça? Il n'existe aucun système d'échantillonnage qui vous permet d'avoir 4 milliards d'échantillons sur 700 hectares, donc sur de larges surfaces, et qui vous ramène tout ça à un seul endroit.
Et en fait, moi, j'ai dit, je vais collaborer avec les abeilles, qui vont devenir quelque part comme des drones naturels, qui vont collecter les échantillons dans l'environnement, les ramener à la ruche, et moi, je vais les analyser. Et donc, moi, j'analyse l'ensemble de ces échantillons, donc c'est collecté tous les jours de l'année. Je les analyse en laboratoire, et je suis capable de faire un état des lieux des pesticides, mais également de la pollution industrielle, ou encore un état des lieux de la biodiversité. On cherche plus de 500 pesticides différents, je vous ai dit dans 9 pays maintenant. On cherche des polluants comme des PCB, comme des dioxines. Il faut savoir qu'on nous a demandé de mesurer des polluants suite à l'explosion à Rouen, de Lubrizol. Et le nuage est passé jusqu'à la Hollande et nous a demandé de mesurer systématiquement sur certaines zones, parce que tout ce qui était en suspension retombait. Ça retombe sur les plantes. Nous, les abeilles, collectent ces échantillons de plantes, on les analyse et on était capable de voir l'évolution des polluants donc sur le trajet du nuage. Ensuite, on travaille également sur la biodiversité. Il faut savoir que chaque grain de pollen, et c'est ce que nous analysons, quelque part contient l'ADN d'une plante. Eh bien, nous, en analysant tous ces grains de pollen, eh bien, on est capable de vous dire quel est l'état des lieux de la biodiversité sur votre site. On est capable de vous dire s'il y a des espèces invasives, s'il y a des espèces protégées, et donc on peut vous donner vraiment des recommandations sur comment améliorer cela. Et donc, c'est ce que vous voyez ici. Alors, je m'excuse pour la police, ce n'est pas la police d'origine, mais ça a été transformé avec l'ordinateur. Donc ici, en fait, toutes les mesures qu'on réalise, on les compare avec des standards, des normes. Des normes pour la santé humaine, des normes pour les écosystèmes. Et en fonction des résultats qu'on obtient, on peut mettre des priorités. Vous savez, vous trouvez 25 pesticides. Souvent, on va aller voir les agriculteurs, on fait une grosse réunion, et puis on dit, maintenant, vous pouvez utiliser de pesticides. Mais il y en a un qui fait de la pomme de terre, il y en a un qui fait du maïs, il y en a un qui fait de la betterave. Ça ne fonctionne pas. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va prioriser ceux qui ont un véritable impact négatif, et on va prioriser la culture, et ensuite, on va travailler directement avec les agriculteurs concernés, et ensuite, on passera aux autres. Donc on va d'abord limiter ceux qui ont, par exemple, qui ont le plus gros impact pour la santé humaine, ensuite ceux qui auront peut-être un plus gros impact pour les ressources en eau, ceux qui auront un plus gros impact sur l'écosystème, et ensuite graduellement on passera au suivant. Impossible en une seule fois de travailler avec tous les agriculteurs et leur donner une solution, sinon d'ailleurs ils n'écouteront pas. Un arboriculteur et un céréalier, ils font des activités très différentes. On est capable d'identifier, donc via l'analyse satellite, la source des polluants, et donc de travailler vraiment avec les parties prenantes les plus spécifiques. Et je vous ai dit d'identifier les carences en biodiversité. Toutes nos données ensuite on fait du reporting. Donc je disais que la technologie ne peut pas forcément exclure, d'ailleurs surtout quand on parle avec le monde de l'entrepreneuriat. J'aurais pu faire des petits rapports que je leur donnais, écrits à la main. C'est pas très professionnel, et donc on a vraiment, surtout que maintenant on travaille avec beaucoup de données, beaucoup de résultats, et donc on a automatisé avec des tableaux de bord qu'ils reçoivent tous les 2 mois avec les résultats, et ils savent très rapidement quelles actions ils peuvent prendre pour améliorer l'environnement. On commence à avoir tellement de données d'ailleurs qu'on est accompagné depuis peu par Accenture et Microsoft pour vraiment développer des analyses de risques qui permettront d'aller beaucoup plus vite dans l'analyse de terrain, l'analyse de risque pour les parties prenantes. Je rappelle, parce que c'est important, pourquoi est-ce qu'on le fait? Quand on a les données, notre objectif, c'est réduire la pollution, améliorer la biodiversité et protéger la santé humaine. Donc systématiquement, c'est vraiment là-dessus qu'on va aller travailler au final. Bien sûr, on a eu beaucoup de frustration au début de notre projet, parce qu'avant de pouvoir agir, il faut d'abord mesurer. Et une fois qu'on a mesuré, après, il faut convaincre d'agir. D'où le fait qu'on s'est dit, maintenant, il faut créer vraiment des outils pour qu'ils bougent. Notre méthodologie, on intègre tous ces outils dans une méthodologie qui est observer, mesurer, modéliser, recommander, agir, implémenter. C'est-à-dire qu'on a de la donnée chiffrée pour tout. Alors c'est important parce que lorsqu'on parle même de biodiversité, la biodiversité régresse. De combien elle régresse? Où est-ce qu'elle régresse? Comment elle régresse? On m'a dit les abeilles mouraient à l'époque, et j'étais à l'époque en 2004 en France, et on m'avait demandé ici de venir à l'Académie d'agriculture. On m'a dit les abeilles meurent en France, et regardez, ça passe dans la presse, et je dis combien? De combien elles meurent? Quel est le pourcentage de mortalité? Ah mais on ne sait pas. Je dis, mais c'est important, on ne peut pas dire qu'elle meurt si ce n'est pas un pourcentage de mortalité, il faut de la donnée. Comme ça, si on améliore, on va pouvoir mesurer et montrer qu'on a amélioré. Et ça, c'était problématique. Et à l'époque, d'ailleurs, ils faisaient l'inventaire de la mortalité des abeilles sur 37 apiculteurs à travers toute la France. Je ne sais pas si vous savez le nombre de millions de colonies il y a. Et ils avaient 37 apiculteurs qui avaient donné leurs chiffres. Bon, c'était un peu biaisé. Et finalement, on a mis en place un monitoring avec l'ITSAP, notamment un institut qui a été créé. Donc quand on a la donnée, on modélise, nous on met des priorités, et ensuite on va implémenter ces résultats. On est capable de travailler avec des entreprises à plusieurs niveaux. On peut travailler au niveau stratégique. Je prends le cas de l'immobilier. J'ai remarqué qu'au niveau de l'environnement, c'est un peu, il y a beaucoup, on peut avoir des grosses entreprises dans lesquelles vous avez plusieurs implantations avec des directeurs différents qui font chacun des petites activités pour la biodiversité. En fait, elles ne sont même pas comptabilisables ensemble parce qu'elles sont totalement différentes. Il y en a peut-être une avec des nichoirs pour des oiseaux. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis juste que c'est difficile d'avoir un impact global fort si on fait plein de petites choses éparses qui n'ont pas une certaine cohérence.
Donc en fait, quand on travaille avec les entreprises, on remet tout en cohérence. On dit bah, d'abord quel est votre objectif. D'abord, qu'est-ce que vous produisez, par exemple, dans votre entreprise. Vous seriez étonné de voir que parfois il y a des oppositions entre ce qu'ils font en réalité et l'environnement. Et donc il y a moyen de retoucher ça et de leur dire voilà, maintenant on va remettre de la cohérence entre tout ça et on va faire une méthodologie qui vous permettra d'augmenter votre impact global et de mobiliser des gens. On peut travailler au niveau des sites. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est très plus conventionnel, des audits biologiques, mais on a développé des outils de monitoring comme celui que je vous ai montré avant. Et ensuite, plein de systèmes qui permettent d'agir sur le terrain. Donc, quand je prends le cas des pesticides, ce n'est pas si facile de trouver une alternative à un pesticide. Hein. Donc, vous avez un pesticide, il faut savoir sur quelle culture il est appliqué pour lutter contre quelle maladie, par exemple. Et il faut être capable ensuite de donner une alternative qui soit efficace contre la maladie, mais qui soit économiquement aussi viable pour l'agriculteur. Et c'est là tout le grand défi à l'heure actuelle, lorsqu'on parle d'environnement, de limitation des pesticides, c'est qu'il faut être capable de donner une alternative à l'agriculteur qui soit aussi efficace, ou en tout cas aussi rentable financièrement, ce qui est difficile. Certains acceptent de limiter justement leur retour économique, mais parce qu'on a réussi à leur montrer leur amélioration environnementale. Et donc, c'est une plus-value aussi, quelque part pour eux. Peut-être que je gagne moins avec mes fruits et légumes, en tout cas j'en produis moins, mais comme la qualité est meilleure, qu'ils arrivent à me le montrer, eh bien je peux peut-être le vendre un peu plus cher et quelque part je m'y retrouve aussi. Mais j'ai pu le montrer. Alors on travaille donc au niveau de stratégie environnementale, donc je vous ai dit, avec des groupes. Alors ici ce sont des producteurs d'eau et on travaille dans plusieurs pays avec eux, puisqu'on travaille même dans 4 pays avec ces producteurs d'eau, qui véritablement ont décidé de mesurer la qualité de l'environnement. Alors pourquoi c'est important, par exemple pour des producteurs d'eau? Les producteurs d'eau, en fait, ils ont d'énormes surfaces. Et ces surfaces, c'est des surfaces terrestres qui peuvent aller jusqu'à 10 000 hectares. Impossible d'évaluer la qualité de l'environnement sur 10 000 hectares. Moi, j'allais avec des étudiants dans le passé. Dans le passé, on était une dizaine, on prenait des échantillons. Je ne vais pas prendre 4 milliards d'échantillons, hein, ce n'est pas possible. Donc là, en fait, stratégiquement, avec les abeilles, on y arrive. Et ensuite, ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on arrive à leur donner des solutions avec les agriculteurs pour réduire l'utilisation, par exemple, des pesticides. De l'autre côté, s'il n'y a pas de pesticides, on va travailler avec eux pour améliorer la biodiversité avec les citoyens. Alors ensuite, on travaille sur la qualité des produits. Alors, je crois que c'est important. Alors, j'essaie vraiment de me rattacher chaque fois ici au monde d'entrepreneuriat. Alors, le monde d'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément la biodiversité, mais c'est peut-être le produit. Alors, produit, des fruits et légumes. Les fruits et légumes, eh bien, ce qu'ils veulent, c'est que la qualité soit meilleure. Ils veulent qu'il n'y ait pas de pesticides. Parfois, vous avez des très gros groupes qui ont en dessous des suppliers, qui ont en dessous en fait, des producteurs, mais ils n'ont pas le contrôle forcément sur les producteurs. Ils voudraient que les producteurs soient en bio, mais ils n'ont pas cette certitude. Nous, on peut les mesurer, évaluer et confirmer qu'effectivement, il n'y a pas de matières actives qui sont appliquées. Vous voyez ici, on travaille notamment peut-être vers ça avec les fermes du Gali, on travaille avec Bonduel, et également dans l'agroalimentaire avec des producteurs d'eau. On travaille beaucoup dans l'arboriculture aussi, l'arboriculture fruitière, et vous seriez étonnés des quantités de pesticides qui sont appliqués sur les arbres fruitiers à l'heure actuelle. C'est bon pour les pollinisateurs en termes de ressources alimentaires. Malheureusement, le problème, c'est qu'en fait, on applique tellement de matières actives, donc de pesticides dessus, que ça impacte également l'environnement. À l'heure actuelle, dans tous les projets qu'on mène, c'est vraiment en arboriculture qu'on trouve le plus de pesticides par rapport à l'agriculture conventionnelle. Alors on travaille également en viticulture, bah oui, le vin. Le vin, quelque part, est un produit, et ils veulent protéger ce produit. Il y a des produits de qualité. Et donc on travaille dans Alsace, on travaille dans le Bordelais. Et là où pour nous c'est intéressant, et ça c'est des indicateurs on a développé, alors évidemment ça prend peut-être 3 ans, parfois 4-5 ans pour que les actions fonctionnent, mais on avait 22 pesticides identifiés au début du projet, et vous voyez qu'on arrivait jusqu'à 0. Alors ça remonte parfois à 3-4 certaines années, parce que vous avez une surinfection d'une pathologie, et donc voilà, ils en appliquent l'un ou l'autre, mais par contre, par rapport au passé, ils sont passés en biologique ou en biodynamie, non pas de manière dogmatique, parce qu'il y a aussi des dogmes, mais en disant, ok, ça a été expérimenté, j'ai de la donnée, ça fonctionne. Et je crois que c'est important aussi que les gens puissent le voir. Et économiquement, ils s'y retrouvent. Alors, l'innovation, alors on continue à innover. Alors, je prends le cas, dans la production de lait. Dans la production de lait, en fait, ce sont des prairies. Et c'est très difficile d'avoir des prairies qui sont diversifiées. Parce que les prairies diversifiées, en réalité, c'est pas bon pour la rentabilité et la production, en réalité, du lait. Nous, on a travaillé là-dessus, et voilà, j'ai une université d'agronomie, donc on a pas mal travaillé là-dessus, on a réussi à faire des mélanges végétaux qui permettent d'avoir un rendement de qualité, d'augmenter la qualité donc, du lait, et d'augmenter le bien-être animal.
Donc en fait, les indicateurs, on les a étendus, non parce que c'était un besoin en fait aussi des producteurs de lait, c'est dire voilà, moi je veux aussi montrer qu'il y a un bien-être animal. Et donc on a augmenté le rendement, on a augmenté la qualité du lait en termes de molécules et de contenu, et on a augmenté le bien-être animal, et à chaque fois on a des indicateurs. Là où c'est intéressant pour moi, c'est que ce qu'on a planté permettait d'améliorer les indicateurs de biodiversité que j'avais mesurés au départ. Systématiquement, je veux les voir augmenter lorsqu'on mène un projet, et donc je suis arrivé à mon objectif du départ, améliorer l'environnement. On travaille également, vous voyez, avec le monde de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de travaux qui sont réalisés maintenant pour limiter justement les gaz qui peuvent être émis, le type de gaz qui sont émis, pour améliorer les systèmes de filtration aussi des fumées. Et donc nous, on est capable de mesurer sur la zone, mais aussi dans un périmètre un peu plus extérieur, là où on a notamment des citoyens. Ce qui nous permet d'avoir vraiment une vue de ce qui se passe au niveau environnemental. Ensuite, il y a le volet bâtiment, donc, sur lequel on travaille aussi pas mal. Donc les sites, les bâtiments, je dis souvent c'est votre première vitrine. Donc on a développé des projets, notamment avec des institutions publiques ou avec des entreprises qui avaient des besoins. Et donc ceux sur lesquels on travaille le plus, c'est qu'on est capable de végétaliser des bâtiments qui auront un impact sur la gestion thermique du bâtiment. Donc quand on gère bien la gestion thermique, on peut limiter les coûts aussi, de chauffage, d'isolation. Sur la gestion de l'eau, il faut savoir qu'il y a pas mal de sites sur lesquels c'est une problématique l'eau, les inondations, la gestion notamment dans les zones urbaines. Donc on peut très bien les mêmes végétaliser des toits, non pas avec certaines plantes qu'on appelle des sédums, mais d'autres qui ont vraiment un impact sur la biodiversité, qui jouent véritablement le rôle de zone tampon, qui vont stocker l'eau, plutôt que d'essayer directement s'écouler lorsque vous avez du béton, et qui va directement amener au sol, et donc pouvoir amener à une inondation. Les espaces verts, alors on travaille avec des villes par exemple, comme ici pour des bâtiments. Moi, je veux améliorer la biodiversité, mais les interlocuteurs que j'ai, parfois, ils me disent « Oui, mais moi, c'est touristique chez moi. Je veux que ça soit quand même esthétique. Je ne veux pas que ça soit juste une prairie fleurie qui, dans 2 mois, sera immonde. » Et c'est vrai que c'est souvent comme ça lorsqu'on va en pur différencier. Et moi, c'est vrai que nous, on a fait le pari de au moins faire petit pas par petit pas. Donc, il y a des villes avec lesquelles on travaille. On a dit « Écoutez, on ne vous demande pas de changer tout. On va laisser X% de plantes ornementales, mais on va augmenter votre proportion de plantes sauvages à l'intérieur et qui vont impacter. » Et donc, on fait ça systématiquement, et finalement, on a réussi à leur montrer que les plantes sauvages indigènes pouvaient être aussi esthétiques. Ce qu'on arrive à faire, c'est des enchaînements de couleurs sur toute l'année. Donc, tous les mois, vous verrez des couleurs différentes sur le site. On a un côté esthétique et un côté en même temps biodiversité. Bien-être, alors bien-être des locataires, rétention des locataires. Je reviendrai juste après, parce que je pense quand même que je risque d'arrêter de chuter un peu dépassé déjà. Bien-être des locataires, c'est qu'en fait, je vous ai dit qu'on veut créer une valeur ajoutée. Eh bien, en fait, avec le végétal, j'ai travaillé avec le CHU de Nancy et on a développé des jardins thérapeutiques à l'époque pour lutter contre Alzheimer et Parkinson. Donc la manière dont sont agencées les plantes, les odeurs, les couleurs, la forme, la manière dont c'est implanté, les hauteurs, eh bien, on a réussi à limiter les effets de Parkinson, d'Alzheimer, ce qui limite donc, tout ce qui est médicaments, donc en termes de coûts, en termes de sécurité sociale. On a beaucoup moins de chutes chez les patients. Donc on a vraiment réussi à restructurer. Alors, moi qui travaille avec beaucoup d'entreprises qui ne voulaient pas planter, parce que moi je mesure, mais ils ne veulent pas forcément planter, eh bien on a étendu le thème et on a fait de la recherche pendant 4 ans pour développer pas des jardins thérapeutiques, parce que ça ne se passe pas bien ça. Si vous avez un jardin à une entreprise, ils vont benchmarker le prix. Si vous êtes thérapeutique, ils vont dire que leurs employés sont malades et ils ne sont pas d'accord. Donc ce sont des aménagements bien-être. Et en fait, pour limiter la dépression et le burn-out en entreprise. Et donc c'est une autre formulation, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout construit de la même manière, d'ailleurs ce n'est pas transposable de l'un à l'autre, d'une entreprise à l'autre, mais par contre on le redéveloppe à chaque fois avec les mêmes indicateurs donc pour améliorer le bien-être en entreprise, et c'est la même chose lorsqu'on parle de location, parce qu'on a aussi des complexes dans lesquels il y a de la location. Impact, label permis, et puis des indicateurs, je vous disais tout à l'heure, avant, pendant, après. On a mesuré ici avant, on a mesuré pendant la construction et après la construction. Pendant la construction, en général, la biodiversité diminue. On a plus de métaux lourds dans l'environnement dû à ce qui est dans le sol et qui se remet en suspension. Après, on a plus de biodiversité à la fin. Et donc, finalement, on a obtenu ce qu'on attendait. Donc, on travaille par exemple ici à Grand Barry Aménagement sur Paris. Relations avec les acteurs locaux. Dans tous les projets, on agit avec les acteurs locaux. Alors, je ne vais plus trop traîner, puisque je pense que sinon je dépasse trop. Là, c'est le cas d'une ville. Donc, chacun des cercles que vous voyez ici, en fait, là au-dessus, c'est un endroit où on mesure. D'accord ? Donc c'est une ville qui nous a demandé, ils voulaient mesurer l'environnement sur l'ensemble de leur ville. C'est une ville balnéaire qu'on appelle Knokke en Belgique. Il faut savoir qu'il n'y a aucun des projets qu'on a arrêtés depuis qu'on les a commencés. Donc là, c'est un projet qu'on a commencé en 2014. Donc j'ai beaucoup de données sur ce site-là. Malheureusement pour eux, il y avait des problèmes de pollution en métaux lourds. Il y avait des problèmes de pesticides et il n'y avait pas assez de biodiversité. Donc c'était pas top.
Donc ce qu'on a fait, c'est que pour les pesticides, on a travaillé avec les agriculteurs locaux sur des plans de réduction des pesticides. On est encore en cours, parce que je vous dis que c'est un phasage. On a travaillé notamment avec les agriculteurs, avec les arboriculteurs. On a travaillé ensuite, on a augmenté le projet avec des apiculteurs locaux. Vous voyez qu'on a essaimé comme les abeilles. Et pour la biodiversité, en fait, on a travaillé avec les citoyens. Donc la ville et 15 magasins ont fourni les semences qui permettaient de combler les carences qu'on avait identifiées dans l'environnement. Et maintenant, on a plus de 1000 plantations qui sont réalisées tous les ans, en fait, par les citoyens. Et chaque citoyen est géolocalisé. Donc en fait, on arrive à voir chacun des points, donc un nouveau indicateur, mais on sait où les gens ont été plantés, on sait ce qu'ils ont planté. Et chaque année, quand je remesure, je peux montrer l'amélioration et je peux même aller identifier les plantes qui ont été plantées qu'on ne trouvait pas avant. Et donc, lorsqu'on présente ça aux citoyens, ils n'ont plus l'impression d'être une petite goutte d'eau. Souvent, je dis souvent, les gens me disent, oui, c'est pas parce que je plante un sachet de graines que je change le monde. Mais je dis, oui, on est une goutte d'eau. Je dis, oui, mais vous êtes une goutte d'eau, mais 1000 gouttes d'eau, vous commencez à prendre de l'ampleur. Et nous, on a 30 000 plantations réalisées. Je dis, peut-être qu'un jour, on aura un océan avec toutes ces gouttes d'eau. Donc, chaque petit pas, dans ce cas-là, est important, mais il faut être capable de le mesurer. Pour les métaux lourds, on a travaillé, il y a un port à côté. On a su identifier que le métaux lourd mesuré venait d'un bateau chinois qui tous les ans venait et en fait n'avait pas le bon câblage électrique pour pouvoir en fait se recharger et donc en fait laisser tourner le bateau pour avoir de l'électricité. Et comme il était juste à côté de la ville, eh bien, chaque année on avait des doses de plomb supérieures au niveau de la partie ouest de la ville. Alors ça c'est les indicateurs, c'est le projet, la ligne verte c'est les mesures qu'on a chez eux. Alors, je n'ai pas tout mis parce que sinon le graphique est grand, mais j'ai montré en fait que quand on a commencé, on est en rouge, c'est le nombre de plantes qu'on a sur la moyenne de nos projets par période. En vert, c'était vraiment ce qu'on a mesuré chez eux. Et au départ, on était en dessous de la moyenne. Et en fait, maintenant, on a quasiment quadruplé le nombre d'espèces qu'on retrouvait sur le site. Et donc, quand on mesure tous nos projets, on se rend compte que très souvent, ils ont le double du nombre d'espèces de n'importe quel autre projet. Mais maintenant, il faut savoir qu'il y a des plantes. Tout le monde a agi maintenant, je dis 1000 personnes qui plantent tous les ans, les agriculteurs plantent avec des prairies fleuries, la ville a fait plusieurs milliers d'hectares de plantations aussi. Donc voilà, ça a eu un impact qui était assez important. Et derrière, sensibilisation, je vous l'ai dit, mais surtout on a développé des outils qui sont vraiment liés aux besoins, soit des EHPAD, soit des entreprises, c'est le bien-être des employés. Et très régulièrement, si vous regardez dans la presse, on dit maintenant il y a deux problèmes, en tout cas un gros problème au niveau des entreprises, c'est le problème de dépression et de bien-être au travail. Après, c'est d'autres choses qu'on fait. Réglementation permis label, évidemment, on travaille aussi sur ces thèmes-là. Donc voilà, j'ai terminé pour maintenant. Et ce que je dirais peut-être, c'est, moi, ça m'intéresserait de savoir quels sont vos besoins et voir si on peut créer ensemble de la valeur. Voilà, merci. Alors, je pense maintenant que vous avez droit aux questions. Alors, je ne sais pas comment, si vous levez la main ou si c'est mieux avec l'application ou... J'ai testé l'appli, elle ne marche pas. Ah, l'appli ne marche pas très bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. La salle est petite, peut-être qu'on s'entendra, même du stream de la salle. Je vous en prie. Si j'ai bien compris, c'est par les colonies d'abeilles que vous mesurez systématiquement, c'est ça le moyen? Alors, on a d'autres moyens, mais ça, c'est un des moyens. Je l'ai montré en termes d'exemple. C'est en tout cas ce qu'on utilise le plus parce que c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. La plupart du temps, on met des senseurs, on va avoir des mesures plutôt ponctuelles et pas sur des surfaces aussi importantes. Donc voilà, 4 milliards d'échantillons sur 700 hectares. En fait, on a ça, nous, personne ne fait ça. Voilà, on a développé une expertise en plus sur l'identification des pollens, on les analyse par génétique. Voilà, donc on a engagé des personnes spécialisées là-dedans. Avant, on faisait ce qu'on appelait de la palynologie, on est par microscopie, et maintenant, on va dans la génétique. Et pour tout ce qui est pesticides, en réalité, personne ne fait ça de la même manière que nous non plus. Il faut savoir que la Commission européenne, maintenant, a déposé un projet pour essayer de faire quelque chose de similaire. Bon, j'ai envie de leur dire qu'ils ont 5 ans de retard au moins, mais j'ai demandé une collaboration, on verra. Pardon ? Bien sûr, bien sûr. En fait, il y a des publications scientifiques aussi. Donc en fait, je travaille avec un artiste, moi qui ne suis pas du tout artiste, donc c'est particulier, mais on travaille aussi, et j'expliquerai pourquoi j'ai accepté finalement, parce que je suis ouvert, mais j'expliquerai vraiment pourquoi. Et on travaille avec des neurologues qui sont vraiment spécialisés sur la maladie d'Alzheimer, donc c'est le métier Alzheimer en fait. Et donc c'est drôle parce que moi qui suis plutôt ingénieur, ça a été compliqué au départ de bien comprendre tous les mécanismes. Alors côté artistique, par exemple, je vous explique pourquoi. C'est ne serait-ce que, on a par exemple à Nancy, au CHU de Nancy, il y a 2 EHPAD là où on a développé ça. Là, ce qui était important, c'est qu'ils vont amener des œuvres d'art
qui seront liées à l'historique, on parle d'Alzheimer, hein, de maladie de la mémoire, qui va vraiment être liée à l'historique, la connaissance des gens en fait, de l'environnement de chez eux. Et ça, les œuvres d'art sont importantes parce qu'en hiver, un jardin change. Vous n'avez plus un jardin fleuri, etc. Mais les œuvres d'art vont garder, c'est eux qui vont faire perdurer l'effet qu'on a pu avoir avec le végétal avant. Donc voilà. Oui, bien sûr, en fait, on publie régulièrement. Vous pouvez regarder que c'est Madame Jonvaux avec qui on travaille, qui est vraiment spécialisée dans le domaine. Et c'était interpellant pour moi parce que au départ, il n'y avait pas d'indicateur lié à la maladie, c'était le diagnostic des médecins. Mon côté ingénieur m'embêtait à nouveau et donc on est passé sur d'autres indicateurs chiffrés. C'est pour ça que je parlais du nombre de chutes qui était important, la quantité de médicaments qui étaient fournis, la relation qu'il y avait, donc les indicateurs relation avec les infirmières. Également, on a été jusqu'à parfois des analyses plutôt salivaires qui permettaient d'avoir plus... Vous savez, si on a plus d'hormones de certains types, c'est que les gens se sentent mieux. Donc voilà, on est allé jusque-là. Pour l'arboriculture et l'agriculture ou la viticulture, qu'est-ce que vous avez comme alternative hormis le fait de les faire passer en bio? Alors, j'arrive jamais à faire passer en bio en une seule fois. C'est quelque chose qui est progressif. Vous ne pouvez pas faire passer quelqu'un de conventionnel à bio en un coup. Ça n'existe pas. Généralement, il y a un processus. On va l'amener, généralement sur la lutte raisonnée, de la lutte intégrée, puis à la lutte biologique. Donc, il y a tout un phasage. Alors, en général, je peux vous dire comment ça se passe. Ça prend du temps parce que la première fois que je les rencontre, je leur dis déjà, bon, j'ai vu les résultats, vous les voyez, je ne vous demande pas d'arrêter aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez mettre juste vos produits le soir? On va me dire, ça change rien, il aimait. C'est vrai. Mais lorsqu'il m'aimait le soir, déjà, tous les apiculteurs autour, le voisinage, plus personne ne rouspète. Déjà, après, ils viennent vers moi, ils me disent, Monsieur Higuel, écoutez, j'ai vu qu'en le mettant le soir, les abeilles volaient toujours la journée dessus, elles étaient pollinisées, mon rendement était bon, donc il était content. Mon image s'est améliorée, et puis il me dit, c'est quoi l'étape suivante? C'est peut-être une longue approche, mais là, il vient et il me dit, c'est quoi l'étape suivante? Derrière, nous, en fait, on a concaténé des bases de données entières de méthodes alternatives, sur lesquels, c'est un énorme tableau sur lequel on travaille tous les jours, sur lequel on a mis ensuite le pourcentage d'efficacité en fonction des conditions environnementales, c'est-à-dire qu'une méthode alternative ne fonctionnera pas forcément partout de la même manière en fonction des conditions environnementales, de la météo, de la pluie. Et ensuite, on a un autre volet dans les algorithmes qu'on a développés qui est lié à l'économie. Pour que l'agriculteur change, il faut aussi qu'il se dise, moi, je dois m'y retrouver. Donc on va lui donner X scénarios, et avec X impact, et chacun des scénarios sera meilleur que celui qui est en place à l'heure actuelle. Donc l'important pour moi, c'est qu'il change au moins un peu. Et l'idée, c'est qu'après, on l'amène à changer plus. Je n'ai jamais su faire changer, vous voyez ici les graphiques, en une fois, c'est impossible. Enfin, je n'ai jamais réussi, sauf si c'est quelqu'un qui, à un moment, reçoit de l'argent. On travaille avec une ville, là, ça a marché, parce que la ville a dit, je vais combler le manque à gagner des arboriculteurs qu'il y avait sur cette zone-là. Et donc, oui, ça marche. Il y a des projets aussi sur lesquels je n'ai aucune alternative. Je vais être tout à fait honnête, il y a des matières actives sur certaines cultures, ça n'existe pas. Et c'est problématique. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Puisqu'on a une base de données, je renvoie vers les universités, puisque je travaille avec plusieurs universités en France, en Belgique, au Maryland. Et en fait, on lance des mémoires de fin d'études. C'est malheureux de devoir faire comme ça, mais plutôt que de les faire travailler sur des sujets parfois qui ne sont pas très intéressants ou parfois beaucoup trop fondamentaux, eh bien, je dis, là, on peut très bien faire quelque chose d'appliqué. Nous, on a ce pesticide, cette culture, on n'a pas d'alternative. Est-ce que vous pouvez travailler dessus? Quand ils ont un résultat, eh bien nous, en fait, on le teste avec les arboriculteurs ou les agriculteurs sur des petites parcelles. Et en fait, le fait qu'ils le testent, si ça fonctionne, déjà, ils vont être les premiers à le répandre et à le donner aux autres personnes. Voilà, c'est une démarche. Alors parfois, les gens me disent, oui, mais non, ça ne va pas assez vite, mais voilà, moi, je dis, j'ai un projet à 20 ans, je suis prêt à attendre. Si dans 20 ans, je fais bouger un peu les lignes, c'est déjà pas mal. Voilà. Oui. Je m'appelle Monsieur Olive, je suis à la direction de l'immobilier dans une entreprise et je suis venu à un salon pour voir un petit peu des solutions de réaménagement, de construction de nouveaux bâtiments avec cet esprit durable, etc. Et ma question, c'est de savoir si vous intervenez aussi dans ce genre de projet. Parce que j'ai vu que vous avez une partie immobilier. Alors bien sûr, nous on ne vend pas des produits qui se mangent, donc a priori ça a moins de sens, mais justement c'est aussi ma difficulté de promouvoir du bâtiment durable en faisant d'une part effectivement des économies d'énergie en exploitation, mais aussi peut-être en mettant du végétal, que ce soit sur des toits terrasses. Et souvent je me heurte à des directions, évidemment, qui réfléchissent sur des coûts, sur oui, mais qu'est-ce que ça va nous apporter, oui, mais c'est bien gentil. Mais donc moi je suis un peu dans le sens, comme vous disiez tout à l'heure, pour reprendre vos mots, dans une démarche dogmatique, parce que je suis conscient, je crois que c'est utile, que c'est bien, que c'est bon. Je n'ai pas forcément les arguments derrière pour convaincre une direction. Voilà, je veux savoir si d'une
part, vous intervenez aussi moi je suis maître d'ouvrage, je ne suis pas en maîtrise d'œuvre, donc savoir est-ce que vous travaillez aussi pour promouvoir ou pour aider à la construction de bâtiments durables, et pas seulement bâtiments, mais environnement d'un site d'une entreprise, ou non, enfin voilà, et comment vous pouvez à ce moment-là nous aider. Alors oui, comme je disais, tenant et aboutissant. Donc quand on travaille dans l'immobilier, on travaille avec Prologis, on travaille avec Grand Paris Aménagement par exemple. On a eu des projets qui sont, on a commencé en amont, on a pu quasiment dresser des cahiers des charges en expliquant aussi toute la plus-value qu'il y aurait à le faire. Ne serait-ce que même les aménagements végétaux, plutôt que de devoir tondre toutes les semaines qui ont un coût certain, vous pouvez très bien mettre de la biodiversité, avoir un impact positif, limiter les coûts de tonte, ce qui est déjà pas mal. En plus, on avait la même chose pour de la location. Les locataires, beaucoup de locataires maintenant dans les bâtiments, surtout si c'est des bâtiments qui sont loués par eux pour des entreprises, on a besoin que l'environnement y soit intégré. Nous, d'entrée, c'est-à-dire qu'on a ce genre d'indicateurs, même des questionnaires qui sont même soumis aux locataires pour savoir quels sont leurs desiderata, pour ramener à ça. Donc oui, de A à Z jusqu'au toit. En sachant que les toits, attention que ça se prend souvent en amont, parce qu'il y a aussi des notions de portance, on ne met pas ce qu'on veut sur les toits, et si c'est pour se retrouver avec 2 petits bacs qui, en toute honnêteté, sont très bien pour la sensibilisation, mais alors que vous n'êtes pas sur de l'impact. Donc voilà, et vous n'êtes même pas sur un impact véritablement économique. Si par contre vous savez que vous avez dans une zone où il y a régulièrement des inondations, etc., et on avait eu ça sur un des projets, ben oui, je vous disais, le toit a été structuré de manière à ce que la partie, le substrat sur lequel il y avait les plantes, gardait l'eau. Donc il y avait une certaine rétention plutôt que la laisser directement s'évacuer dans le bas, et donc on avait les bassins d'orage qui débordaient, etc. Donc il y a vraiment eu un intérêt à le faire. Vous voyez, à chaque fois, c'est l'objectif. Même chose pour l'économie, on parlait de murs végétalisés. On a des projets que nous, on a repris où il y avait des murs végétalisés. Il y a des murs végétalisés, d'abord, ceux qu'ils avaient mis n'avaient aucun impact biodiversité, même si c'était ce qui était dit. Ils avaient mis une technologie qui était non fonctionnelle, et donc ils ont eu, pour être tout honnête avec vous, je crois qu'ils avaient des coûts d'entretien jusqu'à 105 000 € de coûts d'entretien de ces systèmes. Ça veut dire que oui, on accompagne, parce que pour nous, il faut que ça soit fonctionnel. Je n'ai aucun intérêt à ce que ce ne soit pas fonctionnel. Voilà. C'est très diversifié, mais tout ce qui est lié au végétal. On peut le faire en intérieur, par exemple. Alors, l'intérieur, même si c'est moins... La biodiversité, ça se fait plutôt dehors. Mais j'ai appris, depuis que je vais donner des conférences aussi à Paris, que la sensibilisation, je ne faisais pas de sensibilisation. Je faisais vraiment informer, agir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour beaucoup de personnes, si on ne fait pas sensibilisation avant, on ne va même pas informer ni agir, parce que j'ai vu qu'il y a des gens même qui n'ont pas l'habitude de la nature ou de la forêt, ils ont peur. Et c'est fou, moi, j'adore être en forêt. Il y a des gens qui m'ont dit, bah, écoutez, moi, quand vous venez à la conférence, j'ai un peu peur, j'ai besoin d'être sensibilisé avant. Et c'est drôle, mais voilà, que parfois, dans les bâtiments, des végétaux ou sur le toit, les potagers, parce que c'est ce qui développe beaucoup aussi, eh bien, voilà, ça permet de sensibiliser. Je l'ai compris. Et donc, voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire, même si ce n'est pas ce qu'on fait le plus, la sensibilisation. Voilà. Maintenant, attention, si vous mettez des potagers dans les villes, voilà, nous, on mesure aussi depuis longtemps, il y a plein de villes où je ne mangerai pas les légumes qui poussent sur les toits. Pour être tout à fait honnête avec vous, Bruxelles, il y a des zones où je ne mangerai pas. On a fait tout Bruxelles, je ne mangerai pas parce que je sais ce qu'on a mesuré. Donc voilà, soyons très pragmatiques. C'est bien l'agriculture urbaine, parfois dans les villes, il vaut le mieux faire dans les bâtiments. Oui. Et justement, finalement, dans quelle mesure certains des chiffres que vous avez là sont communiqués à la population pour que finalement eux aussi puissent ajuster leur choix? Écoutez, nous, on communique. Hein. Donc, je prends le cas de Bruxelles, parce que c'est ça l'avantage d'une entreprise sociétale. Je suis indépendant. Je ne suis pas une association qui dépend non plus de subsides. Il n'y a pas une entreprise quelque part qui a un monopole sur les autres dans ce qu'on fait. Et voilà, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on a été élu à Choc-Café, on est indépendant. Et donc nous, on avait fait une conférence de presse à Bruxelles et on a présenté les résultats. On a été voir les parties prenantes qui auraient pu être affectées pour dire est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble pour la communication, histoire, est-ce que vous voulez d'abord changer les choses ou pas. Et puis ensuite, on a mis ça en place pour communiquer. Mais systématiquement. Alors bien sûr, il faut être tout à fait aussi honnête, je suis pour le changement. Donc si je travaille avec des agriculteurs, je vais mesurer des pesticides, je ne vais pas l'écrire sur les toits que je l'ai trouvé. Je vais lui laisser l'opportunité de changer, bien sûr. Sinon, les gens, s'ils ont envie de changer, laissons-les changer. Même si ça prend un peu de temps, l'important c'est qu'ils changent. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que vous travaillez avec des structures qui peuvent être ou associatives ou coopératives, et qui par exemple peuvent se chercher en termes de modèle économique? Je pense spontanément notamment aux dynamiques de tiers-lieux qui se développent énormément. Alors, la plupart du temps, ceux qui exploitent les tiers-lieux ne sont pas forcément propriétaires des bâtiments, mais peuvent avoir une volonté d'une portée écologique. Dans quelle mesure ça peut peut-être faire partie en fait de vos clients? Ils n'auront peut-être pas la même quantité d'argent peut-être à mettre sur les prestations, et pour autant ça pourrait vachement en fait, accompagner
accompagner en fait ces dynamiques et du coup créer des écosystèmes coopératifs. Alors, on travaille avec tout le monde, pour être honnête. On n'a pas d'a priori sur personne. Il y a juste que souvent, les structures qui ont monétairement évidemment moins d'argent, même les citoyens, eux vont plutôt être des bénéficiaires. C'est-à-dire que, mettons que je mesure autour d'un des projets, la donnée part chez les bénéficiaires, enfin les gens qui sont autour, les citoyens, les villes, et eux ont l'information pour pouvoir aller agir en fonction des résultats. C'est plus souvent comme ça que ça se passe. Par contre, dans le monde agricole, on a déjà eu des coopératives qui ensemble ont dit, bah voilà, nous 700 hectares c'est quand même conséquent, par exemple, dans le cas là, hein, pour cet outil-là, c'est déjà conséquent, on va se mettre à plusieurs parce qu'on a nos parcelles qui représentent cette surface. Ça peut être un moyen de toucher par exemple une ville qui, elle, se serait pas lancée dans l'aventure de biodiversité et par la société. Peut-être une toute petite précision sur les données, le caractère privé-public. En fait, pour assurer éventuellement certains gens qui dans la salle, quand on travaille avec des clients, notamment industriels, privés de façon générale, les données elles leur appartiennent à la base. En fait, le cas qu'a cité Kim de Bruxelles, c'est parce que c'est un geomonitoring à très grande échelle sur toute la ville de Bruxelles avec des entreprises. Et qu'on a cofinancé en grande partie. Voilà. Donc c'est cette particularité qui a fait que maintenant la donnée reste la propriété. Oui, mais en général, la plupart, elles sortent. Enfin, d'expérience. Parce que ce qu'il y a, c'est que on a 80% de nos partenaires qui sont dans un plan d'action. Et donc, à un moment, ils communiquent parce qu'une fois que les actions sont là, ils communiquent. Il y a un intérêt à communiquer parce qu'ils ont changé. En fait, la question, c'est à quel moment ça sort. C'est ça. Bizarrement, ça sort pas quand c'est trop mauvais. Et quand on améliorait les choses avec eux. Ce qui est logique, hein. Voilà. Pas d'autres questions ? Merci beaucoup alors. Et bon salon.